Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez écrit des milliers de pages avant d'avoir voix au chapitre et d'être suivi par 1 million de lecteurs. Votre histoire est aussi celle d'une flamme qui a failli s'éteindre et vous venez d'en tirer un roman, La dernière allumette. Bonjour Marie Vareille. Bonjour Jacques. Alors, on vous connaît peu, vous avez vendu beaucoup de livres, vous avez 1 million de lecteurs, vous êtes lu dans le monde entier. Et curieusement, quand on cherche des choses sur vous sur Internet, il n'y a pratiquement rien. C'est étonnant, non ? Oui, c'est surprenant. Ouais. En tout cas, quelque part, ça m'arrange bien, peut-être. Bon, écoutez, désolé de vous décevoir, mais on va parler de vous aujourd'hui, puisque c'est le principe des clés d'une vie. On parlera de ce nouveau roman, La dernière allumette, qui est sorti chez Charleston, mais aussi de votre parcours, qui est totalement atypique, à travers des dates clés. C'est le principe des clés d'une vie. Alors, la première date que j'ai trouvée, c'est le 5 septembre 1995. C'est votre entrée au collège. Et c'est vrai que ça a été un tournant parce que vous, en dehors des livres scolaires, vous avez découvert des classiques de la littérature. Oui, c'est vrai. J'ai découvert la lecture des romans, on va dire les romans pour enfants plus tôt, oui. Dès le primaire. Mais ça, on va en parler. Mais surtout, là, ce qui est important, c'est que au collège, et c'est pas si fréquent, vous lisez, entre autres, Les 4 filles du Dr March. Ah oui. Oui, effectivement, ça me passionnait parce qu'à la fois, c'était des histoires de filles. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer dans beaucoup de livres pour enfants à l'époque, en tout cas, souvent les héros, c'était des petits garçons. Oui. Et il y a quelques livres où, justement, les héroïnes, c'était des filles qui faisaient plein de choses, qui étaient courageuses. Et les 4 filles du Dr March, elles sont assez fascinantes parce qu'elles sont toutes différentes. Elles ont tout un peu leur personnalité. Il y avait Jo qui vendait ses cheveux, Bess qui était l'artiste qui jouait du piano, la grande sœur qui s'occupait des autres. Il y avait ce petit monde avec le papa qui était à la guerre qui me fascinait. Voilà. Il se trouve qu'à l'époque, quand le livre est sorti, c'était surtout les hommes qui étaient pris au sérieux dans la littérature. Et le livre a fait un tabac et le succès a été immédiat parce que c'était autre chose et on parlait des filles. C'était une première presque. Oui, exactement. Alors, il y a eu aussi à cette époque les sœurs Brontë, et en particulier Charlotte Brontë avec Jane Eyre qui vous a marqué aussi. C'est pas si fréquent encore chez les enfants. C'était moi ça me fascinait en fait dès l'adolescence effectivement. Jane Eyre, je trouve que c'est un roman d'une modernité et je l'ai relu. Alors je l'ai beaucoup relu à l'adolescence et puis je l'ai relu il y a 4-5 ans aussi. Un peu, j'avais une certaine appréhension parce que parfois on relit des livres qu'on a adorés plus jeunes et on n'y retrouve pas du tout la magie qu'on y avait trouvée auparavant. Et là, c'était pas le cas. J'ai une lecture différente de Jane Eyre. Je dis Jane Eyre, alors c'est Jane Eyre. Oui, mais enfin, on est en France. Voilà. Et je trouve que c'est tellement moderne, cette femme qui est si indépendante, qui dit depuis le début qu'elle veut pas se marier. À la fois le personnage est extraordinairement moderne et en plus je trouve que l'histoire c'est presque un thriller. Jane Eyre, il y a quand même un mystère, il y a beaucoup de suspense, il y a une atmosphère un peu gothique. À l'époque, écrit par une femme, c'est quand même très étonnant. Oui, d'ailleurs, ce livre est considéré comme les prémices de la littérature féministe, et bien avant les sujets dont on parle aujourd'hui. Alors, vous avez grandi avec les livres, Marie Vareille, mais surtout, au départ, votre naissance, c'est dans un lieu que certains connaissent bien, parce que c'est la gare où l'on descend lorsqu'on va chez Bernard Loiseau, le 3 étoiles, c'est Montbard. Oui, je suis née à Montbard en Bourgogne, en Côte d'Or. C'est vraiment un endroit calme en pleine nature où il y a encore des artisans. Ah oui, alors ça fait longtemps que je suis pas allée à Montbard parce que je n'y ai vécu que 6 ans. Mais effectivement, c'est une toute petite ville. Il se trouve que le TGV s'arrête là, mais sinon, il y a pas grand-chose. Non, mais le TGV est très important. Alors, il faut savoir que vos débuts ont été très difficiles. Vous êtes prématuré et vous avez fait 3 semaines à l'hôpital de Dijon. Oui, en réalité, je devrais peut-être pas être là parce que ma maman a eu la toxoplasmose quand elle était enceinte de moi. Et à l'époque, on n'était pas forcément capable de dire si ça avait traversé le placenta ou pas. Donc, elle a passé la grossesse à se demander dans quel état finalement j'allais naître. Et en plus, je suis née très prématurée. Enfin, très prématurée. Plus de 3 semaines avant la date prévue. Et donc, on m'a tout de suite emmenée à Dijon pour faire une batterie de tests. Voilà, donc c'était le premier rapport au monde un peu brutal, on va dire. Oui. J'imagine. Je ne vais pas dire que je m'en souviens, parce que évidemment, je m'en souviens pas.
ça. Mais c'est vrai que mes premiers jours, mes premières semaines, j'étais toute seule à l'hôpital de Dijon. Et votre père venait tous les jours, faisait 1 heure de route, je crois. Oui, pour me voir un quart d'heure, parce que ma mère était désespérée, elle-même ne pouvait pas sortir de l'hôpital. Et donc, elle l'a envoyé pour juste me dire que j'étais pas toute seule, on va dire. Et ça s'est arrangé ensuite. Et donc, vous êtes à 5 ans, je crois, vous allez dans la région parisienne. Ça c'est assez rapide. Et vous allez à la maternelle. Et dès la moyenne section, vous savez lire totalement. C'est pas si évident, ça non plus. Alors, c'est ma mère qui m'a appris à lire. Donc, j'ai pas appris toute seule. Mais elle m'a appris à lire. Et puis, je pense que j'ai tout de suite... compris toutes les portes que ça ouvrait, en fait, de savoir lire. Donc ça m'a tout de suite beaucoup intéressée. C'était quoi vos premières lectures, Marie Vareille? C'était Oui et la voiture jaune. Voilà. Oui, mais c'est ça. J'ai pas commencé avec Marcel Proust. Hein. Non, mais oui, c'est le Marcel Proust des enfants. Alors, vous lisez tellement que pendant la récréation, alors que vos copains et vos copines jouent dans la cour, vous continuez à lire. Oui. Oui, alors c'était à la fois parce que j'adorais lire et aussi parce que j'étais une enfant très timide, très introvertie. Et je savais pas toujours comment m'intégrer au jeu des autres. Et donc les livres, c'était super parce que ça me donnait une contenance aussi pendant la récréation, quand vous savez pas trop avec qui aller jouer. Au moins, ça occupe. Alors, je peux vous dire que vous êtes un cas particulier puisque, selon une étude récente en Angleterre, 1 enfant sur 6 en Angleterre lit moins d'1 livre par mois aujourd'hui. Ah. C'est inquiétant. Alors, il y a aussi, à 7 ans, et ça c'est pas si fréquent, Marie Vareille, vous commencez à suivre des cours de rime. Oui, on a fait des cours. C'est mon institutrice à l'époque qui nous avait fait un petit cours à l'école sur les rimes. Et je me demande même si c'était pas pour la fête des mères, pour écrire un poème ou quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça génial. Mais de la même manière que j'adore les chansons, par exemple, j'adore écouter les paroles de chansons. Pour moi, c'est extrêmement important que les paroles de chansons aient un sens, qu'elles soient réussies, qu'elles soient bien trouvées. Et j'aime beaucoup la musique, mais si les paroles ne sont pas au niveau, je peux pas aimer une chanson. Et la poésie, ça m'a fascinée. Oui, d'ailleurs, vous n'êtes pas la seule, et quand on écoute les paroles de chansons d'aujourd'hui, on s'interroge quand même sur le français, mais c'est un autre débat. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a écrit des paroles de chansons très célèbres, qui a écrit ses premières poésies à 7 ans comme vous, c'est Jacques Prévert. Il va à Luna Park de la Porte-Maillot, à l'époque où il n'y avait pas le Palais des Congrès, et il a été fasciné, et en rentrant chez lui, il a écrit ses premiers vers. Et c'est comme ça que Prévert a commencé dans la poésie. Alors, ensuite, c'est la Bibliothèque Rose, bien sûr, donc c'est oui, mais aussi le Club des 5. Oui. Ça vous fascinait, comme tous les enfants de cet âge. Ah c'est génial, le Club des 5, le Clan des 7, parce que c'est des enfants qui se sont un peu débarrassés de leurs parents. Oui. Et ils vivent plein d'aventures, et il n'y a pas les adultes au-dessus pour surveiller, pour dire, donner des conseils, etc. Donc il y a une grande liberté dans la vie de ces enfants. Et tous les enfants ont été passionnés par les aventures du Club des 5. Ah oui, dans ma génération, oui. Oh la mienne aussi. C'est-à-dire que vraiment, il y avait le feuilleton radiophonique, il y avait les séries et les livres. Et il faut savoir que Enid Blyton, l'auteur, a écrit entre 1922 et 1963 756 livres. Parfois 20 livres par an. Je les ai pas tous lus. Non. Comment elle faisait pour écrire 20 livres par an? Ah là, j'avoue que moi qui écris très lentement, je ne pourrais pas écrire 20 livres par an. Et il vous arrive aussi de réécrire la fin des romans? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Quand je trouvais qu'un roman était trop court, ou que j'étais pas satisfaite de la fin, ou que j'avais envie de faire durer le plaisir du roman, j'écrivais la suite. Voilà. Ou une fin alternative. Et il y a un film aussi dont vous avez écrit une autre fin. Autant on emporte le vent, vous n'avez pas du tout aimé la fin. Avec Scarlett, ça vous a pas plu du tout? Ah non, ça m'a brisé le cœur parce qu'on passe le livre qui doit faire 900 pages à se dire mais ouvre les yeux Scarlett, tu vois bien que tu poursuis pas la bonne personne. Et la fin, elle est désespérante. La fin de l'histoire d'amour. Alors ça m'a traumatisée. Donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'écrire une suite où ils se retrouvaient ou une fin alternative.
Et puis j'ai découvert, mais plusieurs années après, qu'une suite avait été écrite qui s'appelle Scarlett, si possible. Voilà. En fait, ça s'appelle Scarlett parce que les héritiers qui ne voulaient pas entendre parler d'une suite ont réalisé que les droits d'auteur allaient disparaître, donc il fallait sauver le patrimoine en écrivant une suite. Ah, je savais pas, mais elle est pas mal la suite. Oui, ils ont trouvé une auteure, ça a gentiment marché, mais c'est quand même pas le premier livre d'Autant n'importe le vent. Et puis d'ailleurs, il y a une autre chose qui vous a marqué, c'est Belle du Seigneur. Et là aussi, quand on est jeune, lire Belle du Seigneur d'Albert Cohen, qui a eu, je crois, le Grand Prix de l'Académie française en 68, c'est pas évident. Oui, alors c'est marrant parce que c'est un livre qui m'a fascinée et je l'ai lu assez jeune et je trouvais que c'était une magnifique histoire d'amour. Donc j'avais rien compris en fait au livre, je pense. Et puis je l'ai relu, je sais pas, je devais avoir un peu 20 ans et j'ai pas du tout eu la même lecture parce que en réalité c'est un peu un livre contre l'amour, on va dire, enfin qui détruit l'idéal qu'on peut se faire d'une histoire d'amour. Ah oui. Ça m'avait complètement échappé. Ah oui, mais c'est normal à votre âge. Et Albert Cohen a dit, dans une vie d'amour, il vaut mieux souffrir que s'ennuyer, parce que souffrir, c'est un passe-temps. C'est autre chose. En tout cas, vous n'avez pas souffert à cette époque-là, vous n'aviez pas le temps. Et il y a une autre date importante dans votre vie, c'est le 25 décembre 2009. On en parle tout de suite sur Sud Radio avec Marie Vareille. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marie Vareille, romancière, plus d'1 million de lecteurs aujourd'hui, rien qu'en France, et d'autres dans le monde. On parlera tout à l'heure de La Dernière Allumette, votre nouveau livre chez Charleston. On évoque votre parcours méconnu, effectivement, parce qu'il y a peu de choses sur vous. On a évoqué vos débuts, votre passion de littérature. Et si je parle du 25 décembre 2009, c'est que ce jour-là, Papa Noël est passé. Petit Papa Noël, quand tu descends... Cette chanson, vous la connaissez aussi, je suppose, Marie Vareille. Oui. Vous savez qu'elle est née par hasard. En fait, Tino Rossi devait tourner dans un film avec une chorale de New York qui n'est pas arrivée. Il cherche une chanson pour combler ce manque. Il voit un copain qui écrit des textes et il trouve Petit Papa Noël et il le met par hasard. 90 millions de disques vendus. Extraordinaire, je savais pas. C'est magique parfois la vie. Voilà. Alors il se trouve que donc, je parle du petit soulier de Noël du 25 décembre 2009 parce que vous avez dans vos souliers un livre qui va vous marquer votre carrière et votre vie. Oui, effectivement. Alors j'écrivais depuis longtemps au sens où j'écrivais des petits morceaux de texte, des très très longs emails, notamment parce que j'ai fait une partie de mes études à l'étranger, donc j'écrivais des très longs emails à tout le monde pour raconter ma vie. J'avais écrit des débuts de romans aussi, beaucoup de débuts de romans, mais au bout de 30 pages, j'abandonnais toujours. Et tout le monde savait un peu que j'écrivais, mais on n'en parlait pas trop. Et il se trouve que ce Noël-là, mon père m'a offert un livre qui s'appelait en anglais Time to Write, donc le temps d'écrire, et qui est un livre de creative writing à l'américaine. Donc aux États-Unis, on apprend à écrire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de techniques d'écriture qui sont enseignées dans les universités, à l'école. Ce qui est beaucoup moins le cas en France, parce qu'on n'a en France pas exactement la même vision de la littérature. Et ce livre, c'était un petit livre de conseils, d'écriture, comment s'organiser pour écrire un livre avec des témoignages d'écrivains. Et parce que j'ai reçu ce livre, je ne sais pas si c'est vraiment le contenu du livre ou si c'est plutôt le fait que quelqu'un en qui j'avais confiance, en l'occurrence mon père, me prenne au sérieux quelque part, en m'offrant ce livre qui s'appelait « Il est temps d'écrire » en quelque sorte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me suis dit très bien, ma bonne résolution de l'année suivante, à partir du 1er janvier, c'est d'écrire 1 heure par jour jusqu'à ce que j'ai terminé mon premier roman. Et il sera peut-être nul, personne le lira peut-être, mais j'irai quand même au bout parce que ça fait trop d'années, ça fait trop longtemps que j'ai envie de faire ça et que je ne le fais pas ou que je commence et que je ne finis pas. Et c'est assez rare un père qui justement encourage sa fille à écrire, alors qu'en général les parents ont plutôt peur de ce genre de métier. Oui, c'était surprenant parce qu'en plus, moi quand même, il y avait une certaine pression dans ma famille pour faire des études entre guillemets sérieuses, oui, pour réussir à l'école, etc. Et mon papa, il m'a énormément poussée dans l'écriture. Il continue d'ailleurs de m'encourager même à prendre plus de risques, à toujours essayer de faire mieux. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de très important dans ma carrière parce que sans lui, je sais pas si j'aurais osé en fait. C'était quoi ce premier roman, Marie Vareille ?
C'est un roman qui parlait en fait de mon expérience en école de commerce. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en école de commerce. Et c'était l'histoire d'une fille qui est très 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 douée pour le piano, pour la musique, et qui en fait peu à peu abandonne sa passion, son rêve pour gagner beaucoup d'argent dans des banques d'investissement. Oui, donc c'est pas ce que vous avez fait finalement. Alors il se trouve aussi que curieusement, ce livre vous a donné le goût des podcasts et que vous avez fait plus tard une série de podcasts pour apprendre à écrire un roman, ce qui se fait peu en France. Oui, parce que dans ma démarche justement d'écrire et de me lancer là-dedans, alors je connaissais pas du tout ni le monde de l'édition, je connaissais aucun écrivain, donc c'était très très flou tout ça. Et j'ai lu beaucoup de livres, justement comme ce premier livre que mon père m'a acheté à l'américaine, soit des livres de scénario, des livres sur la création des personnages, etc. Et ça m'a énormément aidé parce que ça m'a donné un cadre. Alors évidemment, on peut pas, personne n'apprend à être Victor Hugo ou Jacques Prévert, on en parlait tout à l'heure. Mais je pense quand même qu'il y a un certain nombre de techniques qui peuvent aider à progresser, à s'améliorer, à construire un talent. Et comme moi, ça m'a beaucoup aidé à écrire, à être publié. J'ai eu envie de repartager ça aussi parce que j'ai pu constater que en France, il y avait peu d'outils. Et moi, je parle anglais, donc j'ai eu accès à beaucoup de choses finalement en anglais. Mais voilà, je me suis dit, il y a sans doute plein d'écrivains français que ça pourrait aider. Et voilà, j'avais envie de donner un accès à ça. Oui, et puis vous avez ouvert une voie, puisque depuis 2019, il y a une école d'écriture en ligne qui s'appelle J'ai écrit un roman. Vous voyez, vous avez été imité. Alors, votre destin, il s'est joué quand même à 15 ans, quand il a fallu choisir son orientation pour l'école. C'était L, ES ou S. Alors, je ne sais pas très bien ce que c'est que ES ou S. Alors, L, c'était littérature. ES, c'était économie et société. Ouais. Enfin, sciences économiques et sociales. Et S, c'était scientifique. Donc, tout ce qui est maths, physique. Et alors ça a été terrible pour moi, ce choix. Parce que, alors, dans ma famille, on ne fait pas L. Pourquoi ? Parce que L, c'est pas sérieux. Ah oui, c'est vrai. La preuve. Il y avait vraiment cette idée que... Enfin, la question ne s'est jamais posée. C'est-à-dire que je passais ma vie à lire. J'étais très bonne en français. J'adorais lire, écrire. Mais vraiment, la question ne s'est jamais posée. Et après, bon, on a pas mal débattu entre S et ES. Et finalement, j'ai fait ES parce que j'étais nulle en physique. Oui. C'est vraiment autant les maths, ça allait bien. La physique, je sais pas, j'y arrivais pas. Il y avait quelque chose que je comprenais pas. Et donc, finalement, j'ai fait ES, donc sciences économiques et sociales. À la surprise générale de vos professeurs, d'ailleurs. Oui, et puis je me souviens surtout de la bibliothécaire de la rue derrière chez moi, où j'allais toutes les semaines, qui est vraiment tombée de l'armoire le jour où elle a compris que j'étais pas en L. Oui, je me souviens de sa réaction parce que sur le moment, moi, je me posais pas trop de questions. Je m'étais dit, ah tiens, c'est rigolo. Elle croyait, mais pour elle, c'était évident. Je venais toutes les semaines, j'empruntais 3 livres. Je les rapportais la semaine d'après, je réempruntais, enfin, on discutait beaucoup. Et donc, pour elle, c'était évident que ma voix, c'était ça. Et vous le regrettez, Marie Vareille, aujourd'hui ? Ça dépend des jours. Il y a des jours, je me dis, si j'avais vraiment, depuis mon plus jeune âge, pris cette passion-là au sérieux, si j'avais écrit tous les jours depuis que j'ai 15 ans, peut-être que je serais meilleure aujourd'hui. Peut-être que j'ai perdu du temps, parce que je ne sais pas. Et parfois, je me dis, c'est un autre chemin que j'ai suivi. Et de toute façon, aujourd'hui, j'ai trouvé ma place. Donc, voilà, c'est comme ça. Puis, la rigueur du travail aide aussi ensuite à la rigueur de l'écriture. Donc, vous avez fait une école commerciale. Vous avez fait tout ce qu'il faut faire pour être une commerciale. Oui, j'étais bonne élève, j'étais pas rebelle. Donc, après, j'ai suivi un peu le flow qu'on m'a indiqué. Enfin, j'ai fait une prépa, j'ai fait une école de commerce. Une préparation à Paris, à Londres et à Berlin ? Non, la classe prépa, elle était à Paris. Oui. Et après, dans mon école de commerce, il y avait un programme où on pouvait faire une année à Paris, une année à Londres, une année à Berlin. Et je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Et donc, je me suis dit, ça, c'est super, je vais faire ça. Parce que les matières, j'avais quand même bien conscience que c'est pas forcément ce qui me passionnait. Mais l'idée de voyager, de découvrir d'autres pays, ça me plaisait. Oui, et à Paris, lorsque vous ennuyez, il n'y a qu'une seule ressource en dehors des livres, c'est le cinéma. Vous avez fait beaucoup, vous avez vu beaucoup de films.
Oui, en première année d'école de commerce. Parce qu'en prépa, on travaille beaucoup, donc on a le temps de rien faire. Oui. Et on se retrouve d'un coup en école et on a plein de temps libre. Moi, ça m'intéressait pas du tout. Et donc, j'ai acheté l'officiel des spectacles en début de semaine. Et j'ai regardé, mais il y a des semaines, je cherchais juste les films que j'avais pas vus, en fait. J'avais la carte UGC illimitée. Et vraiment, je sais pas combien de films j'ai regardé cette année-là, mais beaucoup. Vous pourriez d'ailleurs écrire des scénarios de cinéma maintenant. Je pourrais, j'ai essayé, mais c'est quand même moins... je trouve que c'est moins riche que la littérature. Il y a beaucoup de contraintes parce que on peut pas utiliser les 5 sens au cinéma, on n'en a qu'un seul, qui est la vue. Alors que dans la littérature, vous pouvez tout utiliser, vous avez plus de liberté finalement. Curieusement, alors que vous êtes une romancière aujourd'hui connue, vous avez participé à des concours de nouvelles et vous n'avez jamais gagné un prix. Jamais. Pourtant, j'ai envoyé des nouvelles à plein. Dès que je voyais un petit concours, j'envoyais, mais j'ai jamais gagné. Comment ça se fait? Vous les avez relues, ces nouvelles? Je sais pas. Pas récemment, non. Mais de la même manière que mon premier roman dont on parlait tout à l'heure n'a jamais été publié, il a vraiment été refusé partout. Oui, mais ça, vous n'êtes pas la seule, on va en reparler. Et alors, il y a eu un top 10 mondial des auteurs de nouvelles, et le lauréat, c'est Guy de Maupassant, avec le Horla, qui est aujourd'hui la nouvelle la plus connue dans le monde. Je suis pas surprise, parce que Maupassant, elles sont extraordinaires, ces nouvelles. Voilà. En tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est votre parcours, et on va continuer à l'évoquer à travers une autre date, le 13 mai 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Marie Vareille. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marie Vareille, romancière, devenue célèbre après un parcours qu'on a commencé à évoquer, la passion du livre, plus que la passion du commerce. Vous publiez La dernière allumette chez Charleston, mais tout à l'heure on va en parler. Mais on en revient à un autre livre et qui est paru le 13 mai 2020. Votre premier succès, et pour moi il évoque une chanson. Dorothée, la valise, avec cette chanson qui a eu 10 versions, je ne sais pas si vous la connaissez. Non, je la connais pas. Il y a eu 10 versions avec toujours les chaussettes à petits pois. Et pourquoi je parle des chaussettes? Parce que votre premier roman, La vie rêvée des chaussettes orphelines, s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires. Et je crois que vous êtes l'une des rares bénéficiaires du confinement, Marie Vareille. C'est pas mon premier roman. Premier roman qui s'est vendu. Oui, ah oui. Voilà, c'est le premier roman qui a bien marché. La vie rêvée des chaussettes orphelines, donc qui a un titre un peu absurde, mais qui a beaucoup plu. Alors moi-même, je peux pas expliquer pourquoi exactement ce roman-là a fonctionné. C'est un peu ça qui est magique, parce que finalement, si on savait comment faire un best-seller, tout le monde ferait des best-sellers. Mais voilà, c'est l'histoire de 2 sœurs avec cette idée, ce symbole des chaussettes orphelines. Donc parfois on perd sa chaussette sœur et on peut retrouver une chaussette dépareillée qui remplace pas totalement la première, mais ça marche quand même. Et c'est l'histoire d'une start-up un peu loufoque dont le fondateur a décidé de réunir les chaussettes orphelines à travers une application. Voilà. Alors il se trouve que ce livre a été tiré au départ à 4000 exemplaires, parce que personne n'y croyait. Et lorsque les librairies sont fermées, curieusement, il a décollé. Oui, alors c'est en fait le grand format, quand le grand format qui est sorti en 2019, effectivement, je crois que c'était 4000 exemplaires le premier tirage. Et déjà, il a quand même pas trop mal marché pour un grand format, parce que je crois qu'on est arrivé à 7-8 000 exemplaires. Et puis l'année d'après, il sort au format poche, et effectivement juste avant le confinement, le 13 mai. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, parce que c'était pas du tout un livre sur lequel il y avait beaucoup de promotion, il n'y a pas eu de publicité particulière, ou c'était aux éditions Charleston, qui était pas une grosse maison, ni à l'époque en tout cas, et ça a marché. Par le bouche à oreille? Je pense, oui, principalement. Et vous savez quels sont vos lecteurs? Si c'était des femmes, des hommes, des jeunes? C'est beaucoup des femmes, et après, il y a tous les âges. Alors, moi, je crois que vous êtes arrivé au bon moment, c'est-à-dire que les romans qu'on qualifie de feel good aujourd'hui, qui sont des romans joyeux, vous êtes arrivé à ce moment-là, vous êtes entré dans la lignée de ces auteurs qui font des romans de ce genre. Oui, c'est possible. Après, ce roman-là, il y a des choses assez tristes dedans, parce que c'est un roman quand même sur le deuil, en fait. C'est comment on se remet quand on a perdu une des personnes avec qui on tient le plus au monde.
Donc il y avait quand même un petit côté triste, même si ça reste un roman optimiste, et puis il y avait pas mal d'humour dedans, parce qu'il y avait toute cette start-up, etc. Oui, peut-être qu'effectivement c'était le début d'une tendance. Sincèrement, je m'explique pas pourquoi ce roman-là, parce que par exemple il a beaucoup mieux marché que mon roman suivant. Alors, ce qui est clair aussi, c'est que après le confinement, les libraires vous ont beaucoup soutenu et conseillé vos livres aux lectrices. Oui, c'est vrai. Je dois beaucoup aux libraires, je dois beaucoup aux lecteurs aussi, parce que c'est les recommandations, moi, qui ont permis à mes romans de fonctionner. Alors, il se trouve aussi, c'est le cas aussi d'autres auteurs qui ont démarré sur Internet et qui se sont fait connaître comme ça par les grands éditeurs. Alors, ce qui est étonnant, c'est que donc effectivement, vous parlez d'une start-up, mais vous-même, vous avez travaillé dans une start-up en marketing. Oui. Quand j'ai terminé mes études dont on parlait tout à l'heure, alors j'ai essayé de retarder le plus possible mon entrée dans la vie active parce que je savais quand même que ça allait peut-être pas si bien se passer que ça, mais j'avais fini par choisir la voie du marketing parce que vraiment la finance c'était pas ça, enfin dans ce qu'on me proposait c'était le moins pire, on va dire. Et comme j'avais fait des stages dans des très grosses boîtes où ça s'était pas bien passé du tout parce que c'est pas un environnement qui me correspondait vraiment. Moi, je crois pas non plus. J'avais eu un peu cette opportunité de travailler dans une start-up et je m'étais dit au moins là, je vais supprimer un certain nombre de contraintes qui me posent problème. Je pourrais y aller habillée comme je veux. Il y avait une certaine flexibilité sur les horaires. Il y avait quelque chose qui me correspondait mieux que les gros cabinets de conseil et les choses plus classiques, on va dire. Et puis en plus, un jour, à la fin d'un cours, vous avez appris qu'il y avait une possibilité d'aller aux États-Unis, dans une université. Oui, alors ça, effectivement, justement, je disais tout à l'heure, j'ai essayé de retarder mon entrée dans la vie active. Et à la fin de mon école de commerce, j'ai un copain qui me parle, on buvait un verre. Et il me dit, j'ai hésité à postuler, au programme d'échange entre Cornell et l'ESCP. Donc l'ESCP, c'était l'école où j'étais. Et Cornell, c'est une université aux États-Unis. Je lui dis, mais c'est quoi ce programme d'échange? Et donc il me parle de ce programme dont moi, j'avais aucune idée. Et je me souviens, je suis rentrée chez moi et je suis allée regarder sur le site internet et je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Moi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de partir aux États-Unis. Alors je pense aussi parce que j'avais pas envie de travailler. il y avait un peu je cherche une issue et celle-là s'est présentée à moi et la deadline c'était soit le soir même soit le lendemain pour faire le dossier. Et c'était impossible de faire le dossier en 24 heures parce que il demandait un certain nombre de tests. Le GMAT qui est un test d'anglais, de maths, le TOEIC qui est un test d'anglais, et donc c'est des tests officiels auxquels il faut s'inscrire à l'avance, s'entraîner, etc. Et je me souviens que j'ai appelé l'école, et alors que c'est pas du tout mon genre de faire ça, mais j'ai appelé l'école et j'ai négocié en disant si je vous envoie les premiers éléments là tout de suite, est-ce que pour les tests, les lettres de recommandation et tout, vous pouvez me laisser un peu de temps? Et la fille de la scolarité m'a dit oui, c'est bon, on peut s'arranger parce qu'on est en direct en discussion avec la scolarité de l'université de Cornell. Donc je sais plus, t'as 2 semaines ou t'as 3 semaines pour tout passer. Et donc j'ai tout passé et je suis partie 1 an aux États-Unis, tout au nord de l'État de New York. Oui, je crois que ça s'appelle Cornell, cette université. Oui. Et le fondateur s'appelle Ezra Cornell. Et il est aussi célèbre pour avoir fondé l'entreprise Western Union qui permet d'échanger des fonds internationaux. D'accord, et je ne savais pas ça. Mais je sais pas donc que Nabokov a enseigné à Cornell. Ah voyez. Et qu'il y a un de ses livres, Pale Fire, qui se passe dans une université qui est inspirée de Cornell. Alors le déclic aussi aux États-Unis, c'est que vous avez compris que tout était possible, y compris écrire, Marie Vareille. Oui, parce que, alors on le dit, en théorie, il y a ce truc du rêve américain, aux États-Unis tout est possible, etc. Mais c'est pas exactement pareil d'être baigné dans la culture pendant 1 an que de le savoir de loin. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, j'ai eu ce sentiment. Je pense que la vraie différence, c'est le rapport à l'échec, en fait.
En France, un échec, c'est un échec, c'est une déception, c'est négatif. Aux États-Unis, un échec, c'est pas du tout négatif. Ça veut dire que vous avez essayé, ça veut dire que vous avez appris quelque chose. De toute façon, ça peut pas marcher à tous les coups, mais ce qui est important, c'est d'avoir essayé. Et je me souviens notamment d'une conversation que j'avais eue à la bibliothèque avec une Américaine, où on discute, etc. Et puis en rigolant à moitié, je lui dis non mais moi de toute façon mon rêve ce serait d'être écrivain, d'être dans une maison sur une falaise quelque part et d'écrire des livres isolés du monde. Et elle me regarde, elle me dit pourquoi t'écris pas ? Pourquoi tu fais pas ça ? Mais pas pour rire vraiment, en disant si c'est ton rêve, enfin. C'est pas compliqué. Pour écrire, il faut un stylo ou un ordinateur. Manifestement, tu as les deux, donc vas-y. Et vous avez commencé à travailler à l'aube avant les cours. Oui, ça j'ai longtemps écrit le matin. Au début parce que j'avais cours la journée, ensuite parce que j'ai quand même dû travailler un moment. Donc quand j'ai commencé à travailler, je travaillais à temps plein, je devais être à 9h au boulot et donc je mettais mon réveil à 5h, à 5h30 et j'essayais d'écrire 1h30 avant d'aller au travail parce que moi le soir je ne sers plus à rien, mon cerveau ne marche pas le soir. Oui, ça arrive couramment chez les écrivains. Robert Sabatier, il écrivait le matin à partir de 7h et à midi il n'y avait plus personne, il n'y avait plus rien. Alors, il se trouve que vous revenez en France et vous allez dépenser une fortune pour imprimer, relier votre premier roman et l'envoyer à 30 éditeurs, Marie Vareille. Voilà, oui, j'étais pleine d'espoir. Et effectivement, à l'époque, on ne pouvait pas envoyer les manuscrits par email ou en format numérique. Il fallait imprimer, relier. Alors, il y avait des règles parfois sur les sites des maisons d'édition, une certaine police. Et alors, je me souviens, on mettait une lettre avec le manuscrit et puis on avait le droit de mettre une enveloppe aussi timbrée pour qu'ils nous le renvoient parce que c'était quand même cher d'imprimer 300 pages au Copytop du coin. Et donc, oui, je l'ai envoyé, j'ai envoyé à 30 éditeurs. Et 26 refus. Voilà. Et 4 personnes qui m'ont totalement ignoré. Il y a aussi un truc dans les maisons d'édition, ça a été prouvé. Je connais des gens qui ont envoyé des manuscrits collés, avec des pages collées. Le manuscrit est revenu intact. Il n'avait même pas été ouvert. Et le plus beau, c'est Marguerite Duras. Un jour, il y a de joyeux plaisantins qui ont réécrit un livre de Marguerite Duras, qui l'ont renvoyé à l'éditeur, et l'éditeur l'a refusé. Sans même l'ouvrir. Alors, il y a eu quand même une réponse qui vous a rassuré. C'est quelqu'un qui a écrit « Vous n'y êtes pas encore, mais continuez à écrire ». Oui, écrit griffonné au bic sur une lettre de refus type, mais qui avait rajouté ça à la main. Et effectivement, c'est un encouragement que j'ai eu. Je l'ai vu. Après, j'étais pas désespérée de toutes ces lettres de refus parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais lu pas mal de livres, de témoignages d'écrivains, etc. Donc, j'avais conscience que c'était très difficile d'être publié. Ah oui, mais en même temps, vous vous enfermez ensuite à la campagne pour écrire. Et puis, il y a votre premier livre qui va être accepté, Ma vie, mon ex et autres calamités. Alors, vous avez choisi d'envoyer des petits éditeurs parce que ça vous semblait plus raisonnable. Oui, parce que pour le premier roman, comme j'y connaissais rien, en toute naïveté, je l'ai envoyé aux maisons d'édition que je connaissais. Et les maisons d'édition que je connaissais, c'est les très grosses. J'ai créé à Gallimard, à Grasset, à Albin Michel. Alors qu'évidemment, en tant qu'auteur, j'avais peut-être 23, 24 ans. Donc, j'avais aucune chance que ça marche. Mais je ne me rendais pas compte. Et quand le premier est né, là, ça a été un moment de bonheur. Ah oui, alors après, pour le deuxième roman, effectivement, je me suis dit, je vais faire ça plus rationnellement. Donc déjà, je vais aller en librairie, regarder qui publie. C'était une comédie, Ma vie, mon ex, haute calamité, comme le titre l'indique. Et qui publie des livres dans la même veine, et puis des plus petits éditeurs, parce que j'avais conscience que j'avais sans doute pas accès aux grands éditeurs à ce moment-là. Et le fait d'être édité, d'avoir enfin son premier livre, c'est un moment d'émotion? Oui, c'est un moment... le moment où j'ai reçu le coup de fil de l'éditeur qui m'a dit « Je publiais votre livre », je m'en souviens, j'ai une vision très, très précise. Vous savez, c'est ce moment
où on retient tout parce que ça nous a marqué. C'est la récompense de plusieurs années. Un autre moment fort, c'est l'année suivante. Je crois que pour votre deuxième livre, vous avez eu le Grand Prix des lectrices de Elle. Là aussi, c'était fort, c'est une reconnaissance. Alors, c'était pas le Grand Prix des lectrices de Elle, c'était le prix confidentiel. Oui, c'est déjà pas mal. Oui, non, c'était un super prix. J'étais très surprise. Parce qu'à l'époque, j'étais pas du tout au courant, on va dire, de tout ce système de prix, etc. dans l'édition. C'était mon deuxième roman. Je travaillais encore à côté. J'habitais dans le Sud-Ouest. Enfin, j'étais enchantée de recevoir ce prix. Et c'était le point de départ d'autre chose. Et on va évoquer votre nouveau livre, le 11e, je crois, qui est sorti le 5 mars 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Marie Vareille. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marie Vareille. C'est vrai qu'on connaissait vos livres, mais on ne connaissait pas maintenant. On en sait beaucoup plus sur vous grâce aux confidences que nous sommes échangées depuis presque une heure. Alors, on va parler de ce nouveau livre, 5 mars 2024, La dernière allumette. C'est votre 11e roman. Et c'est une histoire de famille très particulière qui est aujourd'hui, curieusement, un sujet d'actualité. C'est-à-dire que c'est lié à des événements dont tout le monde parle aujourd'hui. Votre héroïne, je crois, Abigail, est recluse dans un couvent en Bourgogne et elle a quelques soucis. Oui. Effectivement, c'est l'histoire d'Abigail, donc enfermée dans un couvent quand l'histoire commence. On comprend qu'elle est là depuis longtemps parce qu'il lui est arrivé quelque chose et qu'elle a décidé de se retirer du monde. Mais le lecteur, évidemment, ne sait pas exactement ce qui est arrivé. Il vaut mieux, oui. Il le saura à la fin. Voilà. Et on alterne entre ces chapitres dans le présent et le journal d'Abigail quand elle était petite fille, où elle rédigeait un espèce de journal intime sur la demande de son psychiatre, puisque l'école a demandé à ce qu'elle soit suivie parce qu'elle a un comportement qui surprend. Et on comprend peu à peu que dans la famille d'Abigail, tout ne va pas très très bien. Oui, parce qu'il y a un grand frère, Gabriel, qui lui a réussi à Paris. Oui, son frère, c'est tout le contraire. Lui, il est devenu artiste, un artiste très reconnu, parisien, un peu dans le gratin parisien. Donc, lui est sous les projecteurs, finalement, alors qu'elle, au contraire, est cachée, vit cachée. Et par contre, toutes les 2 semaines, il vient la voir dans son couvent et il lui raconte toute sa vie, à lui. Alors, il faut savoir que c'est inspiré aussi de votre vie. Et on va expliquer pourquoi, parce que vous n'avez pas vécu que des choses heureuses. Bon, faut dire que au moment où vous commencez à écrire, tout va bien. Vous avez, je crois, 1 million de lecteurs déjà, et vos livres commencent à être traduits dans plusieurs pays. Au moment où je commence à écrire La dernière allumette ? Oui. Non. Enfin, oui. Au niveau de l'édition, oui, tout va bien. Voilà, exactement. Et vous avez changé de vie, car vous êtes installé à La Haye, vous êtes marié, et puis votre mari a eu une proposition pour travailler là-bas. Oui, voilà. J'habitais Paris depuis quelques années. On avait envie de quitter Paris parce qu'on avait eu un premier bébé. Paris avec des petits-enfants, c'est pas forcément idéal. De moins en moins, oui. Et on n'avait pas du tout prévu d'aller aux Pays-Bas, mais il y a une opportunité, on connaissait pas les Pays-Bas. Et on s'est dit, on tente, on verra. Alors là, il faut savoir que c'est la 3e ville des Pays-Bas, la 2e c'est Rotterdam, et la première, Jacques Brel l'a chantée. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves. Vous connaissez cette chanson, je suis sûr. Oui. Vous savez c'est une histoire incroyable. Il est au mois de juillet sur la Côte d'Azur, sur une plage, il s'ennuie. Le soleil couchant, il écrit cette chanson, et puis il la met dans un coin, il n'y croit pas du tout. Et il manque une chanson pour l'Olympia, il dit je vais la mettre en 3e, elle n'intéressera personne. À la fin, le public se lève, il est obligé de la bisser, et le seul enregistrement de cette chanson, c'est l'Olympia. C'est devenu un classique. Mais les chansons, c'est comme les livres, on ne sait pas pourquoi elles marchent. Voilà. Mais Brel travaillait ses mots 18 heures par jour pour écrire un texte. Alors, à l'époque, vous avez aussi du succès avec un autre livre qui s'appelle Désenchanté, qui a eu un certain succès aussi, qui est l'apprentissage de l'amitié entre filles, je crois. Oui, c'est un livre qui oppose l'amitié féminine à la rivalité féminine. Voilà. Désenchanté, c'est aussi le titre d'une chanson de Mylène Farmer. Ça vous a pas échappé ? Ah non, pas du tout, et c'était volontaire, puisqu'il y a toute une partie du roman qui se passe à la fin des années 90.
Et donc, il y a cette ambiance, à la fois toutes les chansons des années 90. Et puis, mon idée, c'était vraiment de parler de cette espèce de paradis perdu qui, pour moi, était à la fois la fin de l'enfance, mais aussi la fin d'un monde. Parce que c'était vraiment les dernières années avant que Internet se démocratise complètement, avant que tout le monde ait un téléphone, etc. Et d'où l'idée de marquer aussi avec cette chanson que quand même la plupart des gens connaissent, qui est associée à cette époque-là. Alors la dernière allumette, justement, on y revient, c'est lié justement au moment où tout va bien, mais les problèmes commencent avec l'accouchement de votre première fille, qui a été particulièrement difficile, Marie Vareille. Oui, moi j'ai pas eu de chance avec l'entrée dans la maternité, on va dire. Parce que, alors, pour rentrer dans trop de détails, mais j'ai une maladie génétique qui faisait que dès le début, c'était dangereux pour moi d'avoir des enfants. Quand j'ai été diagnostiquée de cette maladie qui s'appelle le syndrome de Marfan, sur laquelle j'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle le syndrome du spaghetti. Une maladie rare, très rare. Oui, c'est une maladie rare. C'est le cran juste après la maladie orpheline. C'est-à-dire que ça concerne pas énormément de monde. Mais bon, c'est quand même pas marrant pour ceux que ça concerne. Et on m'a dit, au moment du diagnostic, normalement, quand on est une femme et qu'on a Marfan, il faut faire ses enfants avant 30 ans. Et j'avais 32 ans, et je voulais avoir des enfants. Et je pense que sur le moment, de toute façon, quand on vous annonce quelque chose comme ça, c'est un choc, hein. Donc vous n'êtes pas vraiment en mesure de réfléchir. J'ai essayé depuis quelque temps déjà d'ailleurs d'avoir un enfant et c'était hors de question pour moi d'abandonner ce projet-là. Donc j'ai fait une première grossesse qui a été extrêmement surveillée, très stressante, et un accouchement qui a été très long, très stressant, très douloureux, mais qui reste moins pire que mon deuxième accouchement. Oui, car là, ça a été le drame. Vous avez écouté les conseils de personne. Vous avez accouché à Amsterdam. Vous avez même cru que votre bébé ne survivrait pas. On a failli y passer toutes les deux, en fait. Il se trouve que c'était au moment du confinement, etc. Et j'ai un peu profité de ça parce que j'avais assez mal vécu le fait que ma première grossesse, elle soit autant surveillée, qu'on m'ait retiré la décision finalement de plein de choses. De n'avoir rien pu choisir de ma grossesse, de mon accouchement, etc. Même après, j'ai pas le droit d'allaiter, parce que j'étais sous traitement, j'ai un traitement pour le cœur. Et la deuxième, comme c'était le Covid, il y a plein de rendez-vous qui étaient annulés, etc. Et j'ai eu une grossesse beaucoup plus sereine finalement parce que j'étais moins surveillée. Et on m'a dit, j'étais à l'hôpital de La Haye, près de chez moi. Et on m'a dit, il faudrait aller accoucher à Amsterdam. Et j'avais pas envie qu'on déclenche l'accouchement, j'avais pas envie d'aller à Amsterdam. Et j'ai dit non, je préfère rester près de chez moi, je préfère accoucher à La Haye. Et ce que j'ai pas compris, c'est qu'il y a une différence culturelle entre les Néerlandais et les Français, qui est qu'en France, on vous fera jamais prendre le moindre risque. Donc, et d'ailleurs, c'était arrivé en France, hein, j'avais pas accouché là où j'avais voulu accoucher. Mais les médecins m'avaient dit, le cardiologue, le gynéco m'avait dit non, vous allez accoucher à l'hôpital Bichat, c'est là où il y a les spécialistes du syndrome de Marfan, et c'est comme ça et pas autrement. Aux Pays-Bas, il y a une idée de la liberté individuelle qui est extrêmement forte. D'ailleurs, par exemple, c'est un pays avec l'âge légal de l'avortement la durée légale de l'avortement est très longue. Il y a le droit à l'euthanasie. Et les gens considèrent que vous êtes responsable de votre corps, que vous en faites ce que vous voulez. Et donc ils ont insisté un petit peu. Et puis comme j'ai dit non, ils ont dit comme vous voulez. Et résultat, ça a failli mal se passer. Et non seulement ça a failli mal se passer, mais c'est là qu'est née une dépression, d'ailleurs que l'on comprend dans votre livre et qui touchera beaucoup de lectrices parce que c'est quelque chose qui peut arriver. Et vous avez mis 2 ans à vous remettre de cette dépression. Oui, parce que ça a été un traumatisme puisque concrètement, à un moment j'ai commencé à dire il y a quelque chose qui va pas, là, je sens que ça va pas, les contractions sont trop fortes, j'arrive pas à respirer. J'ai accouché une fois, je sais qu'il y a un problème. Et en plus, c'était pas dans ma langue maternelle, puisque c'était aux Pays-Bas. Et alors, ça reste très flou aujourd'hui, mais il y a quand même un moment où tout le monde s'est mis à hurler en néerlandais. Et d'un coup, il y avait 10 personnes dans la salle. Et la gynéco qui me dit le cœur du bébé ne remonte pas.
il va falloir vous emmener au bloc. Et donc là, panique totale, toujours en plus une langue étrangère autour, on m'arrache mes vêtements, on me balance, mais littéralement, et je me suis dit, ce moment, pour une femme enceinte de 9 mois, qu'on la balance comme ça sur une table d'opération, c'est que c'est fini, quoi. Et puis après, j'ai perdu conscience, et je me suis réveillée des heures après, en réa, avec 2 litres de sang en moins, le ventre vide, j'avais conscience que mon ventre était vide, mais j'avais rien compris de ce qui s'était passé. Je savais pas si ça faisait une semaine que j'étais inconsciente ou 5 minutes, et je comprenais rien parce que en plus, comme j'avais l'anesthésie, j'avais eu les drogues du déclenchement, etc. Ils m'avaient réinjecté des trucs dans la panique, je comprenais rien, et je me souviens de demander en boucle à la personne qui était à côté de moi, is my baby okay? Est-ce que mon bébé va bien? Et de pas comprendre la réponse. Et ça, je pense que c'est peut-être ce moment-là qui a été tellement effrayant, tellement parce que perdre un enfant, je pense qu'il peut arriver de pire dans une vie, et de me dire mais c'est pas possible, ça n'a pas pu m'arriver à moi. Et en fait, elle allait bien. Elle allait bien. Alors, vous alliez mal, il y a une dépression, mais ce qui est important, c'est que derrière, cette dépression va vous ouvrir à d'autres sujets, et vous allez commencer à vous intéresser aux violences intrafamiliales, et curieusement, qui est un point de départ au stress, et que c'est la base de votre roman. Oui, effectivement, c'est ça, même si... En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme tout allait bien, après cette expérience, je me suis dit, tout est bien qui finit bien. On va pas en faire tout un plat, la vie continue, voire je devrais même être plus contente finalement, parce que et elle et moi on a frôlé la mort, on s'en est sortis, donc on devrait profiter de la vie, de chaque instant. Puis c'est pas du tout ça qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que peu à peu je me suis effondrée. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse, des insomnies, avoir peur de tout, mais des choses absurdes. J'avais l'impression que j'allais mourir tout le temps, ou qu'elle allait mourir tout le temps aussi. Et c'était tellement épuisant que j'ai sombré dans la dépression. Et j'ai commencé à m'intéresser parce que je voulais aller mieux, parce que je suis la maman de 2 petites filles, j'ai pas envie de même pour elle d'aller mal, etc. À ce qu'on appelle le syndrome du stress post-traumatique, c'est-à-dire comment un événement va changer, va reprogrammer votre cerveau, reprogrammer certaines choses, et va changer intrinsèquement la personne que vous êtes. C'était ça mon sujet de départ, c'était ça qui m'intéressait. Et à force de lire sur le sujet, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne un traumatisme, je me suis posé la question des traumatismes d'enfance, parce que moi j'ai quand même eu la chance d'avoir une enfance qui était très protégée, qui était assez merveilleuse. J'ai grandi au milieu de 3 frères avec qui je m'entendais hyper bien, on était très libres, j'avais vraiment eu une belle enfance. Et d'ailleurs j'en ai déduit que c'était aussi ça, c'était l'idée d'avoir ce socle de l'enfance qui était solide, qui était sain, qui m'a permis moi de me relever de ce trauma que j'ai eu la chance de connaître à l'âge adulte. Mais je me suis dit, quand on est enfant et qu'on est soumis à un traumatisme, voire à des traumatismes de manière répétée, comme c'est le cas des enfants qui vivent dans un foyer violent, ce qui est le thème de la dernière allumette, comment on se construit avec ça? Parce que si un événement peut transformer un adulte, un enfant, au moment où il devient la personne qui doit devenir, comment il survit à ça? Et ce que vous ne saviez pas à l'époque, c'est qu'aujourd'hui, le sujet d'actualité, puisqu'Emmanuel Macron a fait une proposition sur le sujet, là aussi, il vous aide dans l'actualité par rapport à votre livre. Oui, mais parce que je pense que c'est un sujet aussi qui est très important, qui touche tout le monde. Et d'ailleurs, il touche tout le monde parce qu'une des statistiques... Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet des violences intrafamiliales, une des statistiques qui est au cœur du livre et qui a vraiment nourri l'intrigue, c'est cette idée, c'est cette stat que 3 enfants sur 4 qui vivent dans un foyer où il y a de la violence, y compris si eux-mêmes ne sont jamais victimes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire même s'ils sont que spectateurs de la violence, 3 sur 4 à l'âge adulte, ils deviennent soit eux-mêmes violents, soit victimes d'un conjoint violent.
Donc il y a une reproduction. Donc ça concerne tout le monde en fait. Ça concerne toute la société, cette reproduction de la violence. Parce que évidemment que a priori on aspire à avoir une société sans violence. Et en tout cas, il ne faut pas se faire violence pour lire votre livre, parce que justement, il y a cette intrigue, il y a votre style que vous avez trouvé très particulier, et parce que aussi, dans l'actualité, ça fera réfléchir beaucoup de gens qui craignent ce phénomène de la violence qui est de plus en plus courant. En 2022, il y a quand même eu 245 000 personnes qui ont été victimes de violences conjugales. Oui. Et encore, j'ai envie de dire, c'est la partie émergée de l'iceberg, parce que ça, c'est les cas qui sont avérés, c'est les plaintes portées, etc. Il y a aussi tous ceux qui le cachent, tous ceux qu'on ne connaît pas. Alors en tout cas, nous maintenant, on vous connaît un peu mieux, et je recommande à celles et ceux qui vous suivent et à celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore de lire La dernière allumette chez Charleston, parce que effectivement, il y a cette histoire, mais il y a aussi une intrigue passionnante et passionnée. Merci Marie Vareille, et continuez comme ça à être heureuse le plus possible et à écrire. Merci à vous. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.